Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Après vous avoir présenté Hippocrate et son œuvre, dont on rappelle à nouveau le caractère collectif, Histomed va essayer de savoir dans une série de vidéos si ce dernier mérite son titre de père de la médecine. On est en effet en droit de se poser cette question, tellement le legs d'Hippocrate, sous-entendu le legs de la médecine grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ, à la médecine moderne est faible. Tant dans le domaine de l'anatomie, bien pauvre en l'absence de dissection, que de la physiologie avec le côté archaïque et spéculatif de la doctrine des humeurs, ou du diagnostic, purement contemplatif, avec beaucoup d'emprunts acnides et centré sur la notion de pronostic, sans parler de la thérapeutique, pauvre et peu innovante, ou de la gynécologie, quelque peu simpliste. Commençons donc par l'anatomie chez Hippocrate et ses contemporains. À part quelques connaissances en ostéologie, branche finalement la plus facile de l'anatomie, d'autant qu'il s'agit d'une vieille tradition familiale, je vous rappelle qu'Hippocrate l'Ancien, le grand-père, était orthopédiste, l'ostéologie est évoquée dans des fractures, des luxations, de la nature des os, le molchique. Les connaissances anatomiques des médecins coacs étaient plutôt faibles en l'absence de dissection humaine, ou même animale. Ils confondaient en effet nerfs et tendons. Ce point de vue antique reste d'ailleurs ancré dans le langage populaire où le terme nerf désigne pour votre boucher qui découpe une viande rouge aussi bien les ligaments que les aponevroses ou les nerfs, en fait toutes les parties blanches. Les médecins hippocratiques confondaient aussi artères, veines et autres tuyaux comme la trachée qui transportaient indifféremment selon eux de l'eau, de l'air, du sang et différents fluides, avec des conséquences physiologiques que l'on peut imaginer. Ils avaient aussi des connaissances très sommaires des poumons et des structures digestives. Ils savaient toutefois que le cœur était constitué du péricarde, de 4 cavités, de valvules, mais avec une physiologie complètement erronée. Hippocrate situait néanmoins l'intelligence et les sentiments dans le cerveau, dans du mal sacré, et non plus dans le foie, le cœur ou dans le diaphragme, comme ses prédécesseurs. L'anatomie chez le médecin coac partait en fait le plus souvent du pathologie, une déformation, une anomalie, vers le normal, et concevait cette anatomie selon la fonction vis-à-vis des humeurs, c'est-à-dire selon une physiologie supposée. Évoquons justement cette physiologie chez Hippocrate. La physiologie d'Hippocrate donna en effet libre cours à la spéculation, chère à la mentalité grecque de l'époque, très inspirée de la philosophie naturelle dont nous avons parlé, et où aucune recherche fondamentale ne reposait sur l'expérience. Même si dans de l'ancienne médecine, texte d'ailleurs attribué à Polybe, Hippocrate critiquait les systèmes qui relevaient selon lui de l'art du dessin et non de la médecine. Hippocrate élabora son propre système physiologique basé sur 2 théories nées de cette philosophie naturelle, celle du pneuma et celle des humeurs, théorie qui, nous allons le voir, allait freiner l'évolution de la médecine pour 2000 ans. Le pneuma, qui n'était pas seulement l'air qu'on respire, puisqu'il avait des rapports étroits avec le cerveau où il apportait la pensée, était, selon Hippocrate, l'esprit vital qui pénétrait et imprégnait tout le corps. Il circulait dans les artères et était responsable de la régulation du feu qui résidait dans le cœur, sorte de chaudière ainsi rafraîchie et entretenue par l'air. Une mauvaise distribution du pneuma était dès lors responsable de maladies. Cette théorie du pneuma, qui inspirera les religions, fut surtout développée par Platon dans le Timée, qui proposa sa propre vision de l'homme avec la triple notion d'âme immortelle qui siégeait dans le cerveau, revenant ainsi à Hippocrate et à Alcméon, d'espèce désirante mortelle qui siégeait dans le foie et avait une fonction végétative, et d'âme intermédiaire qui siégeait dans le cœur et jouait un rôle dans les sentiments. À côté du pneuma, la physiologie d'Hippocrate reposait sur la théorie des 4 humeurs. Tout corps vivant est constitué de parties solides, comme les os ou les tendons, et des 4 humeurs, sang, lymphe, bile jaune et bile noire. Cette théorie des humeurs est basée, comme nous le verrons, sur l'observation de divers fluides ou liquides qui s'écoulent du corps, en état de maladie ou de blessure, comme du sang, du pus, des crachats, mais aussi en état de santé, l'urine, le sperme, les selles, les larmes, l'écoulement du nez ou des oreilles. Ces évacuations extérieures correspondaient donc à des liquides qui coulent dans le corps, selon un schéma hydrographique avec source, rivière et embouchure, et cascade. Et cette conception
survit dans le langage populaire avec le rhume du cerveau qui coule par le nez ou le terme de goutte, maladie qui atteint le gros orteil car c'est l'endroit le plus déclive du corps. Cette théorie des humeurs était en quelque sorte l'héritage des philosophes physiologues avec la notion des 4 éléments, air, feu, eau, terre, et des 4 caractères des choses, froid, chaud, humide, sec, auxquels les humeurs sont associées. Mais Hippocrate, et surtout ses disciples, et notamment son gendre Polybe, dans De la nature de l'homme, la fit reposer chacune sur un organe et sur des substances réelles, à partir de l'observation clinique que nous avons évoquée, du moins pour les 3 premiers. Le sang était l'humeur la plus facilement mise en évidence lors des plaies, des règles ou des saignements spontanés. Collecté dans le cœur, il circulait dans tout l'organisme par les veines, et de nature chaude et humide, il correspondait à l'élément air. La bile jaune, bien connue avec l'hépatoscopie et attachée à l'organe foie, se voyait aussi en cas de vomissement, mais également dans l'évolution des hématomes qui suivent les couleurs de la biligénèse. De nature sèche et chaude, la bile jaune correspondait à l'élément feu. Le flegme est un terme grec désignant à l'origine une substance associée à la combustion ou à l'inflammation. On le retrouve en effet dans de vieux termes médicaux, comme phlegmasie pour inflammation, ou antiphlogistique pour anti-inflammatoire, ou dans de termes actuels, comme phlegmon. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, il change de sens pour désigner une substance froide, blanche et collante, comme celle du mucus du nez, des crachats, de certains dépôts dans les urines, ou présente dans des fluides corporels, aujourd'hui appelés lymphes, liquide céphalorachidien, liquide synovial. Fabriqué par l'hypophyse et logiquement associé à l'organe cerveau, le phlegme était à la fois le liquide qui coule du nez dans le rhume, mais qui coule aussi, plus ou moins clair et plus ou moins épais, de tous les trous de l'organisme, avec les diarrhées, les pertes blanches, les glaires, le LCR dans certaines plaies du crâne. De nature froide et humide, le phlegme correspondait à l'élément eau. Enfin, la bile noire, appelée aussi méléna, ou mélancolie, du grec méléné, noir, et collé, bile, en latin atrabile, est d'origine plus obscure et plus tardive. Il fallait en fait une 4e humeur, froide et sèche, liée à l'élément terre, ce qui semblait bien correspondre pour Hippocrate au sang que l'on trouve dans les selles, appelé méléna, mais aussi au teint terreux des altérations de l'état général, à la couleur des verrues, des névus, et des hémorragies de sang noir veineux. Cette humeur était liée à l'organe rate, dont le rôle n'était pas connu, mais dont coule un sang noir et épais quand on la coupe. Hippocrate fit intervenir plusieurs notions annexes à cette théorie des humeurs, dans laquelle on sent encore et toujours l'influence philosophique, et notamment la variation des humeurs avec l'âge. Ainsi, prédominance du sang dans l'enfance, de la bile jaune chez l'adolescent, de la bile noire pour l'homme d'âge mûr, et enfin du phlegme, froid et humide comme le tombeau, chez le vieillard. La vieillesse est froide, et le cadavre l'est encore plus, car la fièvre y est en effet moins forte, et le vieillard n'a pas besoin de beaucoup de combustible pour fonctionner. Mais aussi Hippocrate fait intervenir la variation saisonnière dans les humeurs, montrant une relation de l'homme et du milieu. Au printemps, ainsi, le sang prédomine comme la sève des arbres. En été, la bile jaune prédomine, pour preuve le bronzage. En automne, la bile noire prend le dessus. D'ailleurs, la nature est triste. Enfin, en hiver, le phlegme prédomine et pour preuve, le coryza. L'hiver est d'ailleurs la saison la plus défavorable pour les vieillards. Les maladies étaient donc différentes selon les âges et les saisons, car les humeurs étaient en abondance différentes, mais aussi il fallait prendre en compte la prédominance d'une de ces humeurs, ce qui correspondait à la constitution. Le corpus, et notamment des airs, des eaux et des lieux, étudie l'homme dans ses différences des hommes entre eux, mais surtout selon leur réaction aux maladies, selon les contrées ou le climat, pour essayer de comprendre pourquoi certains font la maladie et pas les autres. Nous verrons que cette notion sera encore plus marquée chez Galien, avec la notion de tempérament, et souligne l'importance accordée à l'époque à la prédisposition que l'on attribue aujourd'hui à la génétique. Une notion fondamentale découle de cette théorie des humeurs, le principe d'isonomie qui correspond à l'équilibre des humeurs qui permet la santé, le déséquilibre entraînant la maladie. L'équilibre des humeurs, en quantité, en force et en mélange, permet donc la santé, mais les médecins hippocratiques insistent sur la complexité des facteurs
qui déterminent cet équilibre. Si l'équilibre est rompu, la maladie apparaît, avec des sécrétions trop ou pas assez abondantes, des humeurs trop fortes, un mélange perturbé, l'accumulation d'humeurs dans tel ou tel endroit de l'organisme. Avec cette théorie des humeurs, on constate qu'Hippocrate n'accordait pratiquement aucune importance aux localisations anatomiques. La maladie était forcément générale puisqu'il y a un mauvais équilibre des humeurs. Si une pathologie était localisée à un organe, c'était par afflux anormal d'une humeur dans cet organe. Cette notion fondamentale explique le retard que mit la méthode anatomoclinique à s'installer dans nos esprits, méthode anatomoclinique sur laquelle repose pourtant notre médecine moderne. Alors, pourquoi ce titre de père de la médecine attribué à Hippocrate? L'a-t-il acquis dans d'autres domaines, comme celui de la thérapeutique? La réponse sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.